Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Il suffisait d'un timbre, le podcast qui met une voix sur tous les messages que vous n'avez jamais envoyés, déclarés, publiés. Avant toute chose, je voulais vous dire qu'il y a des épisodes, comme celui-ci, qui sont un petit peu plus difficiles que les autres, à préparer, à monter, parce qu'ils nous renvoient si fort à nos propres réalités, à nos craintes, à nous-mêmes, et parce qu'ils sont les porteurs intimes des plus grandes douleurs de ceux qui livrent leurs mots. Ces épisodes-là sont d'une certaine façon pour moi les plus beaux, et l'épisode du jour est tout ça à la fois. Je reçois Clara Guénoun, conteuse, l'experte originelle du récit de vie selon ma propre appréciation, et selon, j'en suis sûre, tous les autres conteurs, conteuses, artistes, comédiens, comédiennes, humains et humaines qu'elle forme et accompagne pour donner vie à leurs histoires. Après avoir assisté à 2 spectacles de Clara il y a quelques mois, je lui propose de participer au podcast. Tout de suite, elle dit oui. Ça tombe bien, il y a des choses qu'elle a envie de dire à des gens et tout un panel de récits qu'elle pourrait avoir envie de lire à mon micro. Sauf qu'entre-temps, Clara perd son cousin, perd sa joie de vivre, perd le sourire, elle perd le sens tout simplement. Alors quand quelques semaines plus tard, quelques courtes semaines, elle me rappelle pour me dire qu'elle a envie de lui parler, à lui, dans vos oreilles, à vous, auditorices, je réalise que le pari d'Il suffisait d'un timbre est un peu réussi. Il permet, parfois, de redonner du sens à ce qui n'en a plus. Bonne écoute. Mon cousin, aujourd'hui j'ai décidé de t'écrire parce qu'une porte s'est ouverte pour cela. Tu vas voir, le début, ça pourrait être une histoire, le récit de vie d'une femme perdue. Et puis cette femme, qui est moi, elle va te parler, comme si tu étais là. C'est l'histoire d'une femme qui prend un avion pour le retrouver. On lui a dit il peut rester vivant encore 2 jours, pas plus. Le lendemain matin, elle part. L'avion a une demi-heure de retard. Retard. Quand elle arrive, elle ouvre son portable. À l'atterrissage, on lui dit trop tard. Elle pousse les gens, les bouscule. Elle court, elle court, elle court. Sort de l'aéroport, prend un taxi, arrive dans la chambre de l'hôpital. Trop tard, il est là, mort, étendu sur le lit, la bouche ouverte. Trop tard, elle ne comprend pas. Les pompes funèbres arrivent déjà. On leur dit que le lendemain sera l'incinération, mais comment faire? Trop tard, le portable est bloqué, on ne peut contacter personne. Ses 4 grands amis sont avec nous. Arrive à l'hôtel, elle cherche un moyen d'imprimer une photo. Il faut bien qu'il y ait quelque chose sur cette tombe. Impression couleur, ok, magnifique. Il est là, avec dans ses bras sa chienne Divina. Mais la photo, comment la faire tenir sur un cercueil? Elle regarde dans l'hôtel, là, des dizaines de supports en plastique qui tiennent debout, avec des publicités. Elle demande qu'on lui en donne un. On lui dit qu'il est trop tard pour appeler la responsable pour demander l'autorisation. Elle dit qu'elle est prête à le payer, le support. Elle se met à pleurer, l'homme de l'hôtel a pitié. Il appelle la responsable, elle dit oui. Elle glisse la photo à l'intérieur, elle passe la nuit seule avec sa tante. Trop tard, 6h du matin, c'est pourtant trop tôt. Mais trop tard, la tante se lève, se met à hurler, sangloter, fait défiler toute sa vie. Elle se dit qu'il est trop tard pour appeler les pompiers, car 1 heure après, c'est le funérarium. Elle ne peut pas prendre le risque. Alors elle prend sa tante dans ses bras, la console, mais elle est inconsolable. Jamais, jamais elle n'a autant pleuré avec un être dans ses bras. Funérarium, ils sont maximum 10. On lui dit que l'enceinte du funérarium est cassée. Et pourtant, c'est cette musique, celle de Jimmy Sachs qu'elle s'est jurée de faire passer. Et c'est sa préférée, c'est les potes qui l'ont dit. Alors elle met son petit téléphone portable sur la scène. Le son est pourri, mais Jimmy est là. Il est là pour lui. Personne ne dit un mot. On ne peut pas le laisser partir tout seul. Elle se lève tremblante, dit quelques mots pour lui en français et un chant en espagnol. Le lendemain, rendez-vous 15h30 dans le petit jardin. Ils ont décidé d'enterrer l'urne sous le citronnier. Il aimait tellement son citronnier. Mais que se passe-t-il? Trop tard, la tante ouvre l'urne. Elle répand les cendres sans rien dire à personne. Elle parle à son fils. On ne peut pas l'interrompre. Personne ne peut l'interrompre. C'est une mère qui perd son fils. Ils sont là, tous figés. Elle est dans les bras de sa cousine chérie. Elle a l'impression que son corps va se briser en miettes. Elle aurait tant voulu raconter juste une petite histoire près de l'arbre, ou juste une petite chose qui les rassemblerait tous. Elle se retourne. Sa femme est là, qui laisse aussi couler les larmes. Elle sait qu'elle n'est pas seule. Elle va reprendre corps. Elle reprendra son souffle. Un jour. Peut-être plus tard. Mon cousin. Je l'attends. Joe, Yoni, Ginny. Jimmy Sachs, il te ressemble. Il a des tatouages sur les bras. Une paire de baskets splendides comme les 38 paires que t'as sélectionnées. Toi, mon cousin, as cette vie doublement cachée. Toi, petit loupard.
C'est après ta mort qu'on apprend que t'étais joueur, menteur, menteur, joueur, mais un homme au grand cœur. Tu l'as cramé, ta vie, comme tu l'as voulu. Tu l'as flambé, t'as roulé sans permis, t'as claqué toute ta thune dans les machines à sous, tes collections de baskets, parfums, Zippo, tombés ou pas du camion, comme les bijoux de mon père, les jeans qu'il ramenait le vendredi soir, comme les vendredis où il jouait au poker et les dimanches au tiercé. Toi, t'étais fier. En mars dernier, quand tu m'as ouvert la porte de ta cabane pour me montrer tout ça. Et puis, Divina, le nom de ta chienne écrit en lettres capitales sur des azulejos à l'entrée. Un mois après, je suis revenue, t'étais à l'hôpital, Jo. Avec le désaccord des médecins, avec mon désaccord, t'as réussi à partir pour voir ta chienne une dernière fois. Le lendemain, tu revenais pour une dernière semaine de survie. Toutes les fois où t'es venue à la maison, toutes les fois où je t'ai hébergée, où je t'ai dit « fais-toi accompagner », tous ces câlins qu'on s'est donnés, mais toi, tu m'écoutais pas. Toutes les fois où ta sœur chérie, elle t'a dit « va voir le médecin, fais-toi soigner », mais tu voulais pas. Tous les moments où ta mère, elle t'a aidé, mais tu nous as pas tout raconté. Sûrement pour nous protéger. Tu t'es sauvé de la France pour échapper à des dettes. Une double vie, un magouilleur, petit menteur, loupard, héros de ton histoire. Pour moi, c'est comme si tu t'étais arrêté à 9 ans, le jour où on enterrait ton père. Ce jour où t'as sauté dans la tombe en hurlant, en disant que tu voulais partir avec lui. Mon père à moi, c'est peut-être arrêté le jour où il a quitté Oran, sur ce bateau pour Marseille. Après, oui, des amours t'en as eu. Des femmes qui t'ont malmené, tapé, qui t'ont ruiné. Et puis des femmes d'un soir. Tu voulais plus t'attacher. Tu disais que ta vraie famille était à Valence. C'est vrai, je les ai vus. Tony, Miguel, de l'amour entre vous, il y en a eu. Et de la fête aussi. Pedro, Jesus, ces petits loupards comme toi au cœur tendre. Je les ai vus s'effondrer tous les 4 et leur fils pleurer devant tes cendres. Mon cousin, mon chéri, j'aurais voulu te prendre dans mes bras, te dire quelques mots, mais je suis arrivée trop tard. J'ai hurlé au téléphone qu'on m'attende pour que je voie une dernière fois ton corps. J'ai couru, bousculé tout le monde, je te jure, t'aurais été trop fière de moi, tu m'aurais vu. J'étais prête à tous leur péter la gueule et puis je suis arrivée, mais ça, je l'ai déjà raconté. Escúchame. Cuando te he visto por última vez en abril, cuando tus amigos y yo salíamos del hospital, nos decías a cada uno, te quiero, cariño, te quiero, cariña. Y cada uno te contestaba, yo también, te quiero, cariño. Tu veux de mes nouvelles? Aujourd'hui, au bout de 3 semaines, mon corps a un peu moins mal. La tristesse ne me quitte pas beaucoup, alors je l'apprivoise. Sache que tu as ton petit hôtel dans notre maison. Tu es là, près de moi. Et comme disait mon père, demain, il fera jour. C'était assez particulier pour moi en tout cas de préparer cet épisode, parce que, la première réaction parce qu'en fait, pour un peu le contexte, tu m'as envoyé, ton texte et ta lettre en version vocale, heu, au préalable. Donc du coup, j'ai été un peu en immersion déjà directement dans ce que tu voulais faire et ton propos et ma première réaction, pour prendre un petit peu de vocabulaire sportif, auquel je ne connais rien, mais ça m'a mis un petit KO debout. Je me suis dit: «Waouh! C'est ce qu'elle nous offre là, c'est quelque chose, quoi». Et du coup, je trouvais ça déjà hyper courageux, parce que, j'ai beaucoup de gens dans le cadre du podcast qui me disent qu'ils aimeraient adresser un message à des proches qu'ils ont perdus, mais entre le dire, l'écrire, déjà qu'il y a quelque chose, ça on y reviendra, mais le faire, et le lire comme ça, c'est un peu, autre chose. Donc bah, je voulais te dire déjà bravo pour ça et merci parce qu'on parle en plus d'un sujet qui est assez récent pour toi. Et donc ma première question, c'était, pourquoi? Pourquoi tu as décidé d'écrire, ce texte-là à ton cousin, aujourd'hui? En fait, c'est marrant parce que la question de la lettre, c'est quelque chose que j'ai souvent fait travailler moi à des gens dans mes stages résiduis. Ou quand ils travaillent sur, ils veulent raconter l'histoire de quelqu'un d'intime ou même de pas intime, mais qui a marqué leur vie. Je leur propose souvent: «Écrivez-lui une lettre». Mmh. Donc tu as des gens qui ont écrit des lettres à leurs parents, des gens qui ont écrit des lettres à Niki de Saint-Phal, à des artistes, voilà. Et donc ce truc de la lettre, à chaque fois que j'écoute le travail que les gens font, je trouve que c'est magnifique, en fait. Et quand je t'ai rencontré après mon spectacle, que tu m'as parlé de cette histoire de lettres, je me suis dit: «Tiens, j'aimerais bien faire cette chose». Donc au début, je me suis dit: «Oh, je vais écrire une lettre à ma mère». Je me suis dit: «Non, non, elle est vivante». Après je me suis dit: «J'écrirai à mon père». Je me suis dit: «Non, c'est bon, j'ai déjà fait un spectacle sur lui». Et donc j'ai laissé passer du temps. Et en fait, quand Jonathan est mort, en fait, c'est comme si c'était une évidence
que c'était lui que j'allais faire cette lettre parce qu'en fait, j'avais vécu une telle violence pendant ces 3 jours que je me suis dit: «Ça va me permettre de faire sortir quelque chose». Et ce qui a été très, très aidant, c'est cette musique, en fait. Je suis pas sûre que j'aurais pu écrire cette lettre si j'avais pas eu la musique de Jimmy Sachs en fond. Mmh. Voilà, et du coup, je me suis mis en fait, je l'ai jamais écrit, hein, c'est-à-dire, en fait, ce que tu as entendu, c'est une impro orale. En fait, moi, D'accord. je travaille même dans mes spectacles, je travaille essentiellement d'abord l'oral et ensuite j'écris. Et donc, en fait, là, c'est hier que j'ai repris des trucs à l'ordi, mais sinon, en fait, j'ai mis la musique à fond dans mon atelier, j'ai pris un micro et je lui ai parlé, en fait, et je lui ai dit tout ce que j'avais envie de lui dire. Et après, j'ai relu, j'ai vu et je me suis dit, j'ai fait retranscrire par mon application et je me suis dit: «OK, peut-être que ça va aller à Marion, cette lettre, ce semblant de lettre qui n'est pas qu'une lettre, OK. mais voilà». Et donc en fait, ce que tu m'as envoyé, c'était même d'ailleurs ce que tu as enregistré Ouais, immédiatement, donc c'est ouais, le truc brut, brut? c'était une impro, cash, en OK. fait. OK, c'est Voilà, assez étonnant. et je me suis dit: «Je voulais te l'envoyer d'abord à toi pour que tu me dises», parce que je me suis dit: «Peut-être qu'elle est pas du tout quand même dans des trucs comme ça, c'est pas la peine que je continue si elle me dit: "Non, pour moi, c'est trop, je sais pas, c'est trop perso, c'est trop"». Voilà, donc je te l'ai envoyé en me disant: «On va voir comment ça te réagit», puis Bah, au contraire, en fait, moi, et un peu de la même manière que ce que tu disais quand tu travailles, le principe de la lettre, ce que j'aime, moi, dans l'idée de tout ce sujet-là et de toutes les personnes que je reçois, c'est que je me dis que les mots qu'on n'a pas forcément envoyés, justement, ces trucs qu'on a écrits à un moment donné, qu'on a pensé, qu'on a peut-être un peu jeté comme ça sur le papier parce que ou sur son téléphone parce qu'on avait envie de le dire, bah, du coup, si on l'a pas forcément, porté ou en tout cas envoyé ou porté à la lumière, c'est parce qu'ils existent dans une forme encore plus brute et du coup, ce que tu me dis là, c'est encore un degré au-dessus pour moi du brut parce que c'est même pas, écrit. C'est que vraiment c'est le cri du cœur, quoi. c'est ça. Enfin, c'était presque, tribal, c'était presque Mmh, animal quand tu vois, je le hurlais le texte au départ, quoi. mmh. Donc c'était vraiment, et du coup, ça m'a fait vachement de bien, en fait. Donc moi, je te remercie beaucoup pour cette proposition de Bah, écoute, podcast parce qu'en fait, c'est très libérateur quand même. moi, si ça fait double emploi, tant mieux et juste pour situer, parce que tu parles d'une chanson de Jimmy Sachs, c'est vrai que les auditeurs l'ont pas entendue, parce que bon, pour des questions de droit, Bien on sûr. a dû, trouver un peu, une solution alternative, donc c'est une autre chanson qui porte la première partie de ton Ouais, mais texte. comme c'était un fêtard, mon cousin, et qu'il adorait la techno, ça me va très bien. OK, super. Voilà. Bon, bah, tant mieux. Justement, pour rentrer un petit peu dans le cœur du sujet de cette lettre, hem, toute la première partie, donc qui est portée par cette musique-là, que ce soit celle de Jimmy Sachs ou celle-ci, elle est un peu révélatrice d'une forme d'urgence. De toute manière, ton texte, tu l'as baptisé un peu trop tard. La notion d'arriver trop tard, arrive à plusieurs moments. Toi dans l'avion, ta tante, au moment de disperser les cendres et cetera. Pourquoi tu as voulu, aller sur ce registre-là de l'urgence, quand tu as Bah, parce écrit? que je pense que c'est ça qui fait que j'arrive pas à m'en remettre, en fait, là. C'est que ces 3 jours, ça a été un cauchemar de rapidité, en fait. Parce qu'en fait, en Espagne, la loi, c'est que tu as 48 heures pour enterrer quelqu'un. Donc en fait, tu n'as aucune préparation possible, et je pense que ça m'a fait une violence, enfin, je veux dire, j'ai eu d'autres enterrements, mais il y a des gens que j'ai accompagnés, il y a enfin, il y a en fait, il y a eu aucun rituel là-bas. Il s'est je sais pas comment dire, en fait, c'était 3 jours atroces, et en fait, Mmh. je suis revenue avec ça, et je suis pas encore complètement, je sens que je suis, ouais, enfin bon, bref. Je me dis: «Je sais pas en fait comment, co», donc je me suis trop tard en fait, tout était trop, parce qu'il y a même des choses que j'ai pas dites. Par exemple, après que ma tante ait réparti les cendres, elle a dit: «OK, maintenant il faut vider la maison. Qui prend quoi dans la petite cabane de Jonathan? Ouais, déjà. OK, la cabane, on la vend combien?» Voilà, et donc elle passait de ça aux larmes et 2 heures après, je prenais l'avion pour rentrer à Paris, et donc pour moi, c'était vraiment comme un cauchemar de 3 jours. Mmh. En dehors de la tristesse d'avoir perdu cette tête, tu vois? C'est vraiment, et cette bulle des 3 jours, qui est vraiment un cauchemar que j'ai vécu, et ben, en fait, c'est ça qui ressort en principal, c'est surtout du trop tard. C'est-à-dire cette chose complètement accélérée où tu ne peux rien construire, où tu ne peux rien, prendre le temps de contacter des gens, de voir comment on fait une cérémonie, est-ce qu'on lit des voilà, en Mmh. fait. Ouais, c'est une partie, c'est d'ailleurs ce que je me suis notée, résonne vraiment comme un cauchemar. Elle est presque surréaliste, Bah, ouais. comment tu racontes toute cette chose-là et ça moi, ça m'a projetée sur alors, mon petit niveau de deuil que j'ai pu croiser, mais sur ce moment qui se passe alors du coup, là, c'est encore dans un registre beaucoup plus serré de ce que tu dis, sur, la loi en Espagne, mais même,
sur parfois des temps longs, il peut se passer parfois, surtout quand on incinère les gens, dès 2 semaines, 3 semaines avant d'arriver à la cérémonie. Et toute cette période-là, moi, des 2 fois, on va dire, où je l'ai vraiment vécu, pour moi, ça n'a aucun sens. Ce qui se passe n'a aucun sens. C'est un moment suspendu. Et après, une fois qu'on a un petit peu passé la cérémonie, on se dit: On va peut-être recommencer à vivre et faire des choses un peu différemment». Et du coup, ton texte m'évoquait vraiment ce moment-là où ton cerveau, il est en pilote automatique, il fait, il vit, mais tu es un peu sur le bord de la route, quoi. Oui, mais quand tu as 2 semaines pour te préparer une incinération, tu as 2 semaines pour t'y préparer. Moi, là, pour moi, ce qui a été beaucoup trop violent, c'est qu'on a pu se préparer à rien. Mmh. Voilà. Et en plus de ça, ce truc de tout ce qu'on apprend sur mon cousin une fois qu'il meurt, qu'on ne savait pas. Alors comment ça se passe ça, en fait? Comment se fait-il que vous ayez appris des choses après? Enfin, c'est par le biais de Bah ses amis? bah ouais, Enfin parce qu'en fait, il nous disait toujours, hein: «Ma vraie famille est là-bas». Donc en fait, pour moi, cette lettre, elle parle aussi, bon, de choses qui ont fait écho malheureusement aussi à mon histoire avec mon père, mais qui est de qu'est-ce qu'on sait des gens vraiment, en fait? Et je pense que ça, c'est un vrai sujet. C'est-à-dire, je pense que je pense qu'il y a plein de familles, quand les gens meurent, mmh. tu apprends plein de choses, en fait. Ah mais j'en suis Tu vois? persuadée. Ou même quand tu retrouves il y a des gens, par exemple, qui retrouvent tout d'un coup des correspondances de quelqu'un qui a aimé voilà. Moi, par exemple, mon père, il s'est suicidé quand j'avais 24 ans et en fait, c'est après sa mort que ma mère a appris, par exemple, qu'il s'était marié à Oran. Mais en fait, ma mère, elle n'a jamais compris pourquoi on lui a pas dit qu'il s'était marié à Oran, tu vois? Qu'il avait eu une première femme, voilà. Donc en fait, tu apprends comme ça des choses, des gens et je pense que ça aussi, ça m'a beaucoup troublée parce que je pense qu'il avait une grande confiance en moi, en tout cas, mais qu'il y a plein de choses qu'il n'a pas pu me dire. Voilà, donc cette lettre, elle parle aussi de ça pour moi, de jusqu'où on Du connaît les secret gens, aussi. ouais, du Ouais. secret, et de qu'est-ce qu'on ne peut pas dire, en fait, qu'est-ce qu'on révèle pas aux gens, pourquoi on révèle pas, voilà. Ouais, moi ça m'interroge beaucoup et je me suis posé, cette question, en préparant cet épisode. Je me suis dit: «Est-ce qu'on connaît vraiment, ses proches?» Mais même, justement, aujourd'hui, moi, est-ce que je connais mes parents? Mmh. Et bah, non. Et du coup, je me dis en plus, moi, c'est un sujet qui m'intéresse beaucoup parce que je pense que déjà moi-même, j'essaye de mieux me comprendre moi, bah, ne serait-ce que par la thérapie ou ce genre de Mmh. choses. C'est déjà un petit bordel, de se dire, de comprendre un peu les recoins des choses qu'on fait, les choix qu'on peut avoir et tout et effectivement ces choses qu'on dit et ce qu'on ne dit pas. Du coup, je me suis vraiment projetée, sur, mes proches et je me suis dit: «Bah, je crois que je les connais pas. Mon mec, je suis pas sûre de savoir tout, Bah, ouais, bien sûr. pourquoi il est ce qu'il est et cetera». Donc effectivement, Mmh. c'est un sujet un peu passionnant et un petit peu, inquiétant, un peu frustrant, quoi. Je me Bah, dis, c'est un côté flippant, hein, ouais, ouais, c'est vrai. ouais, ouais, c'est clair. Est-ce que toi, il y a des choses que tu caches, alors tu vas peut-être pas le dire là, mais est-ce qu'il y a des choses que tu penses cacher à ton entourage ou est-ce que toi, à l'inverse, tu es quelqu'un d'ultra transparent? Ah bah, non, moi je pense qu'il y a des choses que je cache, mais pas les mêmes choses selon les personnes. Ouais. Par exemple, ma mère, pour la protéger, il y a des choses que je lui ai jamais dit. Tu penses que c'était pour ça que ton cousin, il vous a caché des choses? C'était pour vous protéger en Bah, pour partie? l'instant, je me dis ça me rassure. Ouais. J'ai mis en ligne un micro-trottoir, que j'étais allée faire, donc pour le podcast où je demandais un petit peu aux gens, donc vraiment aux débeautés, donc c'est vrai que c'était pas un exercice facile pour la plupart des gens, mais s'ils avaient eux, des messages justement qu'ils avaient jamais envoyés à leurs proches et cetera et il y a un jeune homme qui nous a dit, «Bah non, j'en ai plus». Moi, tous les messages que j'ai, voulu écrire à un moment donné, que j'ai préparé, alors il parlait de sa copine quoi, il disait: «J'avais des choses à dire à ma copine» et j'ai fini par tout lui envoyer ou en tout cas tout lui dire et on avait ce débat, est-ce qu'il faut tout dire? Et lui était: «Ah beh si oui, c'est hyper important, si on dit pas tout, bah, la communication, ça veut dire qu'il y a un truc qui marche pas et tout» et ben j'étais là: «Bah non, Ouais, c'est certainement pas». compliqué. Ça dépend vraiment des gens. Je crois qu'il y a des gens pour qui c'est important de tout entendre et il y a des gens qui ouais, moi je sais pas. Oui et puis moi ce que je me disais, c'est, parfois, tu peux avoir envie de dire quelque chose à un moment, parce que, enfin moi j'ai déjà écrit des messages effectivement, des textes en me disant: «Ah là c'est sûr, je vais dire ça et puis ci et puis ça». Puis tu laisses le truc passer, il se repasse, d'autres choses, les jours qui viennent et tu reregardes ton truc en te disant: «Mais non, enfin en fait, cette chose-là je l'ai pensée à ce Mmh. moment-là». Déjà en plus ça peut être mal interprété, mal dit et cetera. Donc redescendons et il y a soit le respect de la protection des autres, soit tout simplement protéger les autres aussi parfois dans ce qu'on fait. Et parfois on écrit des choses et on pense des choses qui sont pour soi, en fait. Oui, puis parfois on se trompe de ne pas dire et Ouais. qu'en fait on se dit que si on avait dit, bah, en fait des fois par exemple, on a bien plus peur de la réaction de la personne quand on va dire,
ce qui se passe le jour où on le dit aussi. Mmh. En fait, il y a tout ça, il y a toutes nos peurs à nous aussi, tout ce qu'on projette de comment l'autre va réagir, qui Ouais, n'est on pas toujours présuppose. juste. Ouais, Non. exactement. Par exemple, là, ce podcast, tu vois, je ne sais pas pour l'instant si je vais le faire écouter à ma tante, à ma cousine, Bien tu sûr. vois? Voilà, je sais pas. Mais c'est un Voilà. peu tout le sujet, le temps finalement aussi également dans la deuxième partie de la lettre. Parce qu'en fait, oui, il y a cette forme d'urgence au début et puis, dans la deuxième partie où tu te enfin la musique s'arrête, tu reposes un peu ta voix, tu te poses un peu plus dans le sujet et tu finis en disant, «Voilà, ça fait 3 semaines, voilà, comment je suis aujourd'hui, mon corps souffre un peu moins, Mmh. j'ai un peu commencé à apprivoiser ma tristesse». Donc là, on est rentré dans un temps long Mmh. et est-ce que toi, tu penses que le temps, il a un rôle à jouer dans le Bah, deuil je ou pense qu'il y a dans que ça. la Mmh. réparation? Ouais. Ouais, ouais, je pense que c'est le temps qui bah, oui, sinon on serait tous, on mourrait tous à chaque fois que quelqu'un meurt, en fait. C'est dingue, en fait, ce que l'humain est capable de vivre après, enfin, je me dis: «C'est dingue ce qu'on peut dépasser». Mmh. Donc il y a le temps, il y a l'entourage, il y a moi, là, par exemple, cette fois-ci, je suis très, très à mon écoute. C'est-à-dire j'ai annulé des dates, j'ai pas pu jouer des spectacles, j'ai accepté tout ça, quoi. Je me suis dit, j'ai été trop bousculée pendant ces 3 jours, donc en fait, là, ben, Faut se voilà, poser. ouais, il faut que je me pose et je respecte ça et du coup, ben, je pense que, par exemple, ça aide aussi parce que, du coup, tu vis le truc, mais dans ton vrai temps qui est à toi. Par Ouais. exemple, quand j'ai perdu mon père, j'avais 24 ans, le lendemain, j'étais dans ma classe. Mais c'était un tel choc que je pense que je me suis dissociée, je pouvais même pas tu vois, je pouvais pas faire ce que je fais là, Mmh. évidemment. Mais là, tu vois, la lettre, par exemple, elle est écrite à la troisième personne, la première partie et ça, c'est vraiment lié, je pense, à mon boulot de conteuse, c'est-à-dire je ne sais pas si j'aurais pu l'écrire à la première personne, ce passage-là, en OK. disant «je», parce qu'en fait, dès que tu mets «elle», il y a une distance qui est prise. Mmh. Voilà et du coup, je me suis dit: je vais le construire comme je fais travailler les conteurs, les conteuses» et même moi d'ailleurs, puisqu'en fait, il y a plusieurs spectacles, Requin chagrin, c'était mon histoire de prof, il est raconté à la troisième personne, tu vois? Mmh. Voilà. Je me suis dit: j'avais envie aussi dans cette lettre en fait, c'était comme si c'était aussi un travail pour moi, de me dire: «Tiens, qu'est-ce que ça fait de passer du «elle» au «je»?» Je vais, si je lui parlais aujourd'hui, qu'est-ce que je lui dirais? Et c'était plus difficile? Cette deuxième Oui. partie-là était beaucoup plus difficile que la Ah bah, première où tu racontes émotionnellement, une oui. histoire et là tu Émotionnellement, c'était ouais, plus dur, ouais, OK. bien sûr. Tu viens d'évoquer ton métier, puisque tu es conteuse et effectivement moi j'ai ressenti en écoutant, du coup ton texte, q en fait d'avoir plusieurs histoires, à l'intérieur de ce même texte. Effectivement le début qui est l'histoire d'une femme, qui arrive trop tard donc tu racontes ces 3 jours-là et puis après tu racontes aussi l'histoire de ton cousin d'une certaine façon, qui il était, donc il y a plein de choses qui s'imbriquent et effectivement je me suis dit, en tout cas sur la première partie, ouais, il y a une forme de distance. Et du coup, est-ce que tu as l'impression que tu l'expérimentes tout le temps dans ton travail, mais que c'est plus facile de raconter l'histoire comme une histoire justement, plutôt que les faits, et les ressentis en tant que tels? Ça m'a permis de mettre une distance dans le récit, mais zéro distance dans l'incarnation. OK, La colère, tu vois? La rage que j'ai quand je fais la première partie, là, il y a zéro distance, en fait. ouais. Mais c'est parce que, du coup, c'était très corporel et ça m'a permis de mettre de la distance dans la narration. C'est aussi parce que mais je pense que je l'ai pas là, c'est parce qu'on en parle, mais je pense que je l'ai pas réfléchi, mais c'est aussi parce que je pense que dès que tu es à la troisième personne, ça peut toucher plus de gens. Dans le sens où, ça met quelque chose d'universel. C'est l'histoire d'une femme, je pense que tout le monde va se douter que c'est moi évidemment cette Mmh. femme, puis en plus on le dit au départ je crois. Heu, mais je me dis: «En fait, ce truc du trop tard, je pense que je suis pas du tout la seule à l'avoir vécu». Mmh. Tu vois? Des gens qui arrivent, qui disent: «J'ai pas pu lui dire au revoir», enfin voilà, «J'ai pas pu faire ça, j'ai pas pu» voilà. Donc en fait, maintenant je me dis que peut-être c'était aussi ça qui était derrière, tu OK. vois? Parce que l'idée toujours du récit de vie pour moi, qui forme beaucoup à cette question-là du récit de vie et qui fait que ça en fait de bon après je mêle beaucoup le récit de vie avec d'autres choses, mais c'est toujours de se dire l'idée n'est pas que les gens ils disent: «Ah c'est ça qui lui est arrivé à elle, la pauvre», Mmh. mais que les gens se disent: «Ah ouais, purée en fait quand j'entends ça, tiens il y a un endroit où ça fait écho à un truc que moi aussi j'ai vécu». C'est que ça fasse communauté en fait, que ça fasse, tu vois? C'est tout l'enjeu d'ailleurs du spectacle un petit Ouais. peu que moi j'ai vu, donc
que tu as joué au mois de février au Théâtre de la Croisée des Chemins dans le 19e et où tu racontes un projet là de théâtre forum qui s'est étalé sur plusieurs années, où en fait tu as fait travailler des mères, quelques pères, des familles, pour raconter et justement mettre en récit leurs histoires de vie et puis faire participer, donc parce que le principe du théâtre forum, c'est de faire participer aussi le public. Euh, Pourquoi tu as décidé de faire ce spectacle justement comment tu as fait travailler ces personnes-là pendant ces 10 années? Parce qu'il y a une partie dans ce spectacle qui parle en effet du théâtre forum, qui était les premières années, Mmh. où là, on travaillait vraiment sur des histoires de mères, enfin des familles autour des oppressions dans la vie qu'elles Oui. vivent, et on s'entraînait ensemble à voir comment on peut briser ces oppressions. Et après, il y a eu tout un nombre d'années où j'ai travaillé avec le conte Oui. et le récit de vie. Tout à fait. Où là, justement, je cherchais à remêler les deux. C'est-à-dire où il y avait toujours des temps de théâtre forum, c'était des séjours pendant une semaine avec les familles, les éducatrices, parce que j'ai pas fait seule, hein, j'étais avec des éduques géniales. Donc en fait, c'était des séjours un peu comme une bulle où il y avait une grande famille, pour le coup, symbolique, qui était ses éduques, ses parents, ses enfants, moi, voilà, où on se retrouvait comme ça une fois par an, pas toujours avec les mêmes, et où il y avait le théâtre forum qui permettait toujours de continuer à s'entraîner sur les histoires de nos vies qui nous empêchent en ce moment d'être ce qu'on voudrait être, ou des gens qui nous empêchent, ou voilà. Et en même temps, de raconter, d'inventer des histoires, de raconter des morceaux de notre vie, de raconter à un enfant pourquoi il s'appelle comme ça, c'est-à-dire de mêler du récit de vie avec aussi de la fiction, de l'imaginaire, du symbolique. Parce que pour moi, en fait, on a énormément besoin dans le monde dans lequel on est aussi de pouvoir rêver, s'échapper, Mmh. même si on parle de choses qui sont de notre propre histoire, en fait, tu vois. Donc en fait, il y a toujours eu ce mélange pendant des années et des années. Et ce spectacle, il raconte en fait la force des mots, la force de la parole. Et ben en fait, ouais, c'est la boucle est bouclée quoi, hein. C'est-à-dire la force de pouvoir poser des mots sur Mmh. les choses qui sont dures. Et quand ces mots sont entendus collectivement, ben en fait déjà on n'est plus seul avec. Mais là aussi, c'est plutôt de l'oral. À Ouais, nouveau, toujours. ouais, il y a que Ah de ouais, l'oral, il y a pas de pas du tout. les histoires sont pas Bah écrites. non. Non. Non, mais parce que moi je sais, même quand je fais mes spectacles, je me fais des fois aider à l'écriture écrite, tu vois. OK, Je travaille vraiment ce qu'on appelle l'écriture au plateau, l'écriture orale. OK. Et même mes spectacles, souvent, je fais comme j'ai fait pour le podcast, hein, c'est-à-dire je m'enregistre, je retranscris et après je vois ce que je garde, mais je travaille d'abord l'oral, ouais, toujours. Et tu as l'impression que ça les aide? C'est sûr que ça les aide. Après, moi, je suis pas du tout avec une position de psy, mais en fait, ça aide parce qu'en fait, les gens n'attendent que ça, de pouvoir partager des morceaux de leur vie. Donc, ça fait communauté et en fait, on est dans une société où on essaie de plus en plus d'isoler. Donc moi, je me dis: «C'est encore une chance que j'ai», heu, pour moi de résister à ce monde, c'est de proposer des choses comme ça. Et tu Mais ce que tu continues? fais, c'est pareil, hein, parce qu'en fait, je me dis cette lettre, c'est ça aussi, en fait. Enfin, je veux dire de faire écouter cette lettre, de faire, ce que tu fais pour moi, c'est une manière du coup de, bah, oui, de faire communion, en fait, Mmh, de faire assembler autour d'une chose. Ça peut être un podcast, ça peut être un spectacle, c'est pareil, hein. exactement. Et puis ça existe, en fait, ça touche les gens de manière très, très différente. C'est ça qui est assez, étonnant. C'est que, alors même si pour l'instant tous les invités ont quand même un peu, on va dire, un pied dans le milieu artistique, donc un rapport quand même un peu particulier à la création artistique aussi, d'une certaine façon. Il y a quand même aussi, parfois, certains invités qui ont mis ça totalement à côté et qui, ont juste pris des morceaux de leurs journaux intimes, de quand ils, avaient 18 ans, parce qu'en fait, ces mots bloqués-là, la force des mots, tout le monde en est capable et ce que moi enfin, c'est aussi pour ça que je t'ai conviée, c'est que comme toi, tu es plus dans ce registre de l'oral, du spectacle et tout, bah, du coup, c'est encore presque plus universel. Parce que, le fait d'écrire parfois, il y a des gens qui se sentent pas légitimes. J'ai eu le cas, d'un artiste, Adrien Pérétan, qui est venu, c'était la première fois qu'il écrivait et il était hyper content, mais il me disait, «Waouh, c'est hyper dur parce que, je suis pas légitime moi à écrire. J'étais dyslexique quand j'étais plus jeune, moi, j'étais pas, quelqu'un de très assidu à l'école, donc écrire, c'est un gros truc». Mmh. Et du coup, dans ce que toi tu proposes à travers l'oral, en fait, il y a une barrière aussi qui Bah, tombe carrément.
Et du coup, ça, c'est assez fantastique. Mmh. Tu continues à faire des séjours comptes actuellement? Ceux-là, non, non, parce qu'en fait, les collectivités là-bas ont décidé que c'était plus une priorité, donc les subs ont été coupés. Ouais. Donc non. C'est pour ça que j'ai fait ce spectacle, parce que je voulais qu'il y ait une trace et que pour moi, c'était un hommage à ces 5 éducatrices aussi, et à toutes ces familles, de tout ce travail qu'elles ont fait, donc je voulais qu'il y ait une trace. Et c'est marrant parce que je me rappelle, j'étais en stage récit de vie au Maroc, et il y avait une des éduques, Anne, qui était là, et tout d'un coup, je marchais dans les rues de Fès avec elle, et je lui dis: «Ça y est, je sais, mon spectacle, il va s'appeler Je voudrais vous dire, c'est à vous que je vais parler». Donc voilà, tu vois, ça s'est fait comme ça. Et il s'est créé en 2 ans, et puis voilà, maintenant, il faut qu'il tourne, quoi. Et du coup, avec certaines de ces éducatrices, vous continuez à partir ensemble dans des séjours, comme tu viens de le dire. Donc là, Parce c'est qu'elles se sur... forment avec moi au conte, Ok. parce qu'elles ont envie, elles aussi, de transmettre. Ou au Théâtre Forum, elles ont envie de pouvoir, celles qui continuent à bosser, elles ont envie de pouvoir transmettre ça aux parents, de leur côté, quoi. Tu l'as brièvement évoqué tout à l'heure, en parlant d'un ancien spectacle. Tu n'as pas toujours été conteuse. Aujourd'hui, c'est ton métier. Mmh. Comment t'en es venue à vraiment ne faire que ça? Parce qu'avant, tu étais dans J'étais l'éducation, instit, ouais, t'étais dans ouais. l'éducation nationale, c'est ça? J'ai été instit, après j'ai été instit en SECPA, et à l'époque où j'ai été instit, une époque où je travaillais beaucoup en pédagogie Freinet, institutionnelle, tout ça, où la parole était au centre, voilà, était le centre de mon apprentissage. Et j'ai eu 2 mamans d'élèves conteuses professionnelles, Praline Guépara et Florence Desnouveaux. Et comme le samedi, les classes, on décloisonnait sur l'étage et les classes étaient ouvertes aux parents, elles venaient raconter des histoires. Et moi, j'en lisais plein des albums comme j'étais instit. Et donc, je leur ai dit: «Mais ce truc, c'est un métier, quoi?» Ils m'ont dit: «Bah ouais». Ils m'ont dit: «Va te former à la Maison du Conte». Et donc, j'ai commencé à aller me former à la Maison du Conte de Chevilly-Larue. Et après, bah, j'ai fait ça pendant 10 ans. Et à un moment donné, je me suis dit: «Bon, allez hop, je démissionne à 50 ans de l'Éducation nationale, et entre le Théâtre Forum et le Conte, ça va le faire». Ouais, donc tu as à la fois une activité où tu crées tes propres spectacles, Mmh. tu continues à faire ces stages-là, etc., Ouais. à accompagner d'autres conteurs, en tout cas Ouais, accompagner je d'autres fais beaucoup de personnes formations. dans Ouais. leurs projets. Mmh. Et c'est génial, du coup, Mmh. de vivre. Ça te manque pas Bah ouais. l'éducation nationale, du Pas coup? du tout, parce que je retourne dans les collèges, mais avec mes spectacles et avec des ateliers liés à mon spectacle. Tu vois, j'ai un spectacle qui s'appelle Requin Chagrin, qui est vraiment sur la question de l'adolescence, Ok. lié aussi à un récit de vie à moi quand j'ai été prof d'un élève que j'ai perdu. Et du coup, ben, je retourne faire des ateliers, mais dans les collèges, mais à partir de ce spectacle. Et ça me va très bien. Ou dans les prisons pour mineurs, ou tout ça, quoi. Ok. Voilà. Donc tu tournes avec plusieurs spectacles. Ouais. J'aurais une dernière question pour toi, pour conclure un peu cet échange, qui va être un petit peu méta, attention, je te préviens. Puisque dans la seconde partie de ta lettre, tu t'adresses directement à ton cousin, et que tu dis que dans la première partie, tu avais notamment eu du mal à poser le «je». Là, aujourd'hui, avec ton recul de ces quelques semaines, le temps où tu as pu prendre le temps doucement, de faire en tout cas doucement un petit peu plus ton deuil, qu'est-ce que tu aurais envie de dire à la Clara qui a vécu pendant qu'elle vivait ces 3 jours? Est-ce que tu aurais un message pour elle? Une petite lettre orale de quelques mots à lui dire pour qu'elle vive mieux ces 3 jours-là? Ben, je voudrais lui dire que je pense qu'elle a assuré, parce que les quelque chose symboliques qu'il y a eu pendant ces 3 jours, c'est elle qui les a mises. La photo, c'est elle qui s'est démerdée, c'est elle qui a dit 2 mots pour lui. Donc je pense que elle a assuré, quoi. Ouais, elle a assuré, Clara. Mmh. Merci. Merci à toi.